Bonjour, bonjour à tous. Allez, on va démarrer les 9h31. On est 64 maintenant, bon, ça va, oui. Ok, Oui, ok. on peut y aller? Voilà, allez-y, Valérie. Ok, bonjour, bonjour à tous. Et alors, bienvenue, c'est la session 3 aujourd'hui, bien qu'à l'affiche, nous avons la session 2. Donc, bienvenue dans la session. Merci. Dans la session 3 du colloque IMT sur le thème des ressources, nous parlerons donc des enjeux industriels et scientifiques dans les domaines des matériaux alternatifs et de l'économie circulaire. Nous aurons ce matin 5 présentations, donc de 15 minutes chacune, et vous aurez la possibilité de poser 5 minutes de questions via le chat. Je vous demanderai bien de ne pas intervenir pendant les présentations et ensuite de poser vos questions sur le chat et nous vous identifierons quelques questions à poser aux intervenants. Donc, je suis Valérie Laforêt, je suis directrice de recherche à l'École des mines de Saint-Étienne et c'est moi qui assurerai l'animation de cette matinée. Je vous rappelle que ce colloque, où je vous informe pour ceux qui n'étaient pas là aux précédentes sessions, que ce colloque est filmé et enregistré. Bien sûr, pour que ceux qui n'ont pas pu suivre la session puissent la retrouver par la suite sur la page web dédiée au colloque. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, je vous demanderai de bien couper votre caméra. Ceci étant, je demanderai à toutes les personnes de l'assistance de bien couper les caméras et les micros pendant toute la durée de cette session. Donc, nous allons démarrer cette session par l'intervention de Monsieur Didier Perrin de l'IMT Minales. Donc, Didier Perrin est professeur à l'IMT Minales et est responsable de l'axe de recherche durabilité et recyclage des polymères et composites au sein de l'équipe polymère composite hybride du Centre des matériaux des mines d'Alès. Il travaille sur une problématique de physico-chimie des interfaces et de mélange de matériaux polymères avec une thématique essentiellement focalisée depuis une vingtaine d'années sur les technologies de tri, identification et sur les solutions de réutilisation-valorisation matière de matériaux polymères et composites à matrice organique. Donc, les principaux gisements étudiés sont les D3E, les VHU, les WPC et les DEA et le recyclage des composites, notamment en renfort à base, en renfort à base de fibres de carbone. Donc, associé à différents GT et chaires, dont le montage en 2016 d'un groupe de travail sur la dégradation enzymatique des polymères et composites, il est acteur sur le développement de filières de recyclage des matériaux en partenariat avec des entreprises, des éco-organismes, des pôles de compétitivité et des écoles universitaires du domaine, notamment sur les D3E et le nautisme. Donc, Didier, je te laisse partager ta présentation qui s'intitule « Valorisation des plastiques issus des déchets d'équipements électriques et électroniques ». Voilà, et tu as 15 minutes. Très bien, merci Valérie. Est-ce que vous m'entendez bien au niveau de la technique? Oui, c'est bon parfait, merci. Très bien. Ok, donc bonjour à tous. Je remercie évidemment le colloque ressources et les organisateurs, notamment notre chairwoman, donc Valérie Laforêt, pour m'avoir invité donc à ce colloque. Donc je vais effectivement parler d'une thématique qu'on mène depuis une vingtaine d'années, qui est le tri, la valorisation et de manière globale le recyclage matière, donc des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et l'objectif donc de cette conférence est d'aborder en fait les enjeux de la valorisation performante de plastique, donc de déchets électriques et électroniques, au travers en fait de solutions donc principalement liées à l'étude de la structuration et de l'évolution physico-chimique et morphologique de monomatières et de mélange de ces plastiques.
Alors, au niveau en fait du sommaire, donc après une brève introduction donc, du contexte global du gisement des 3E, je vais articuler donc cette présentation en deux grands axes. Donc, dans un premier temps, je vais aborder donc les aspects du vieillissement en termes de durabilité et d'impact d'impuretés donc polymères au sein de matières plastiques, sur le plan de la tenue en service, avec des voies de modification interfaciale permettant une compatibilisation chimique ou physico-chimique. Dans un deuxième temps, j'aborderai donc une voie originale développée donc, par le CNAM, donc, plus précisément le laboratoire PIM, donc, où sera présentée en fait une structuration morphologique des impuretés, permettant donc à celle-ci une contribution mécanique de la matière plastique dans son intégralité. Et la collaboration en fait qui est issue en fait de ces deux entités, donc le CNAM et nous-mêmes, a permis en fait une convergence en fait des thématiques de vieillissement, de mélange et de travail de compatibilisation en lien avec donc la spécialité en fait de l'équipe du PIM, donc à savoir la morphologisation des impuretés. Et donc on a monté dans ce cadre donc un projet qui s'appelle MOPET que je détaillerai donc en fin de présentation. Je m'intéresse moi beaucoup donc au gisement des 3E. Donc, de manière globale, c'est constitué d'appareils électriques de formats différents. Donc, ça va en fait, on le voit à droite, donc de gros réfrigérateurs à des petits produits comme les machines à café, donc en passant par les écrans donc, de TV ou encore les ordinateurs. Alors, quand on s'intéresse de près à la nature en fait des matériaux plastiques, donc on voit à gauche, on constate à peu près qu'il y a 80% du gisement des 3E qui est formé de donc polypropylène, polystyrène et ABS, donc un alliage un petit peu d'acrylonitrile et d'HIPS. Et donc, on a en fait des systèmes plutôt distyréniques, donc constitués donc avec une base de styrène, avec des pièces qu'on reconnaît, hein, on le voit donc à droite. Il y en a beaucoup dans les constructions d'une marque de jouets danoise très connue. Et de manière globale, on voit que en fait, cette partie de styrénique, donc notamment ABS et HIPS, représente à peu près 50% des plastiques. Alors, on note également qu'il y a également 50% de plastiques qui sont sombres ou noirs, c'est-à-dire des plastiques qui sont difficilement identifiables par des technologies classiques, notamment spectroscopiques en ligne, comme le proche infrarouge. Le problème étant qu'on a une forte, voire une totale absorption en fait, des matières sombres et noires. Et donc, il y a un enjeu en fait, qui est fort à ce niveau-là. Donc, à cela s'ajoutent des directives de plus en plus pressantes sur une vraie voie de valorisation de ces matériaux, avec une limitation, voire une interdiction de molécules chimiques à risque, donc, comme par exemple, bien sûr, les retardateurs de flamme halogénés, notamment bromés. Donc, je vais aborder en fait la première partie en fait, de ma présentation, qui est la durabilité et la tenue donc, mécanique en service, avec deux questions clés. Peut-on recycler donc des plastiques contaminés et peut-on recycler des plastiques vieillis? Alors, question de sens, vous l'admettrez, mais réponse pas forcément en fait évidente, compte tenu du fait que les plastiques ça ne s'aiment pas du tout entre eux. Il y a vraiment peu d'affinité en termes de miscibilité et de compatibilité intrinsèque. Alors, on constate quoi? Des séparations en fait de phases, notamment en voie fondue, et une loi des mélanges pratique sur le plan mécanique, mais bien en dessous de chacune des propriétés théoriques des constituants pris séparément. On remarque également, d'après donc les travaux effectués en 2016 avec les collègues de Bordeaux, que la miscibilité et l'enchevêtrement des chaînes macromoléculaires de même nature des phases dispersées dépend fortement de la compatibilité de celle-ci avec la phase majoritaire. Donc sur ce graphique, la résilience donc, à l'impact au choc non attaillé est dépendante de la fraction en monomère styrène présente majoritairement donc, dans l'HIPS, où une absence de perte de propriété au choc est observée, malgré la présence en fait, de polybutadiène. Moins abondante dans l'ABS, avec une perte de l'énergie au choc diminuant faiblement, en fonction en fait, du
taux d'ABS dû à une mauvaise adhésion entre la partie qui n'est pas donc la partie styrénique, donc la partie acrylonitrile, et la partie qui l'est par contre, qui contient donc la partie styrénique. Et on remarque au niveau en fait de contaminants donc PP, que là il y en a pas du tout, parce qu'on a des propriétés qui sont complètement immiscibles entre des phases polyoléphiniques type PP et des phases styréniques type styrène. Alors, on a réalisé également donc, des essais de traction in situ sous MEB, donc liés à des microstructures de plus en plus hétérogènes au fur et à mesure en fait, qu'on remplace en fait les phases styréniques par des phases polyoléphiniques. Donc globalement, quand on va passer en fait de fractions en fait de polystyrène PS à des fractions en fait de PP, en passant en fait à un intermédiaire qui est donc l'ABS. Donc premier constat, la nature de l'impureté, plus ou moins miscible, on le voit, influence fortement la morphologie topographique finale du matériau et donc ses propriétés mécaniques finales. Au niveau de l'incidence des impuretés non miscibles, dans les plastiques des toiseaux, on peut ajouter également une incidence sur le vieillissement, même de la matrice, donc dans les matériaux recyclés. Alors en effet, dans le cas en fait, des styréniques et ABS monomatières, où la fraction butadienne est largement représentée, celle-ci, très sensible au vieillissement, donc on le voit visible sous forme en fait, de nodules sur les clichés en fait, donc AFM, on voit qu'elles peuvent subir en fait, des dégradations oxydatives sous rayonnement photochimique, notamment en présence d'UV et d'oxygène, ou en conditions donc, de mise en œuvre, notamment donc, par extrusion, donc, en thermo-oxydation et en cisaillement. Alors, on voit également que la taille des nodules de butadienne donc, diffère entre l'HIPS, où on a en fait des tailles hétérogènes, mais sensiblement plus grosses que les nodules de polybutadienne présentent cette fois-ci donc dans l'ABS, donc qui sont quand même beaucoup plus homogènes par rapport en fait à celles de l'HIPS. Alors, on voit également en fait que donc Jean-Luc Gardette, l'équipe de Jean-Luc Gardette a montré qu'il y a quelques années, donc un phénomène en fait de réarrangement chimique au niveau de la partie donc aromatique, notamment donc la partie styrénique, amorcée par la photooxydation en alpha de la liaison, donc des liaisons sp2 par exemple du butadiène, et ceci crée, on le voit ici, donc des groupements en fait à hydroperoxyde et une réorganisation des groupements aromatiques devenant donc chromophores, donc ayant une incidence donc sur la coloration. Donc, on a en fait une modification de la texture grâce ou à cause de la coloration. Par contre, ce qu'on montre, c'est que cette coloration n'est pas forcément dépendante en fait d'une perte de propriétés mécaniques. C'est généralement le cas pour des matériaux qui sont fortement en fait impactés par la présence de polybutadienne, mais on voit que, on l'a montré avec des essais de vieillissement, donc notamment naturels et artificiels, que on a effectivement une perte de propriétés donc due à une rigidification et une perte d'allongement, par exemple de la résilience brutale, mais on n'a pas quelque chose qui est directement lié en fait à la forte coloration donc, des systèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On le voit par exemple sur l'altération en fait, de l'aspect, où en présence donc d'UV et d'oxygène, donc les deux, cette synergie, on a en fait une modification en fait, de la coloration, mais l'impact sur les propriétés mécaniques n'est pas directement corrélé. Elle existe, bien entendu, mais on a quand même, en fonction en fait, des lois de diffusion et du rayonnement qui est impacté, donc des modifications d'aspect et des modifications de propriétés mécaniques. Alors, afin de mieux comprendre en fait, ces phénomènes qui sont vraisemblablement liés donc, à de la diffusion photooxydative, on a fait une comparaison donc, du vieillissement naturel donc, sur 14 semaines et artificiel sur 21 jours, donc réalisé à la fois sur l'HIPS et l'ABS. Donc on montre par des essais infrarouges donc, en mode en contact, donc un comportement qui est relativement similaire donc, en surface du matériau, donc en fonction en fait de la nature du vieillissement et indépendante du type de matériau. Donc on a
On voit ici, même pic oxydatif, hein, donc à 1710 et à 1175, donc pour les deux. Mais on a une différence de liaison oxydée qui dépend de la nature même du vieillissement. On le voit par contre sur des pics oxydatifs qui sont évidemment différents dans ce cadre-là. Donc on est plus sur des vieillissements, donc pic oxydatif à 1025 en naturel, et on voit qu'on est plutôt en artificiel sur une augmentation en fait de l'absorbance sur le pic CO, donc à 1175. Alors, on a regardé en fait cette incidence hein, dans la masse, donc en faisant en fait des coupes microtomiques. Donc, les coupes microtomées donc, ont eu en fait une épaisseur de 20 microns, en nous focalisant en fait bien entendu sur le pic carbonyle, donc on a pris en fait le pic 1710, et on a des résultats qui sont très intéressants. On montre en fait que le vieillissement artificiel est plus intense et moins profond, diffusif que le vieillissement naturel, et l'HIPS est sensiblement plus attaqué, donc de manière plus profonde que l'ABS. Alors l'explication peut être en lien avec la distribution de taille, comme je l'ai dit tout à l'heure, et une distribution plus hétérogène de l'HIPS que dans l'ABS. Alors on peut également supposer que le taux de polybutadiène, donc présent à la fois dans l'HIPS et dans l'ABS, y est pour quelque chose. Aussi, on a des mécanismes de diffusion qui peuvent dépendre en fait des conditions de vieillissement et bien sûr de la nature des styréniques, donc dans notre cas. Alors vis-à-vis de leurs propriétés mécaniques, maintenant par rapport aux conditions de vieillissement, donc toujours sur l'HIPS et l'ABS. Donc là, on a représenté en fait des propriétés quasi statiques, donc et en module et en déformation, donc sur les 4 graphiques de gauche, et des propriétés donc dynamiques en choc, donc précision choc instrumenté, sur les deux graphiques de droite. Alors ce que l'on constate globalement, eh bien c'est une perte d'utilité donc de matériaux, mais moins marquée sur l'ABS que sur l'HIPS. On voit effectivement qu'en quasi statique, le module de rigidité de l'ABS reste stable, quel que soit le mode de vieillissement, contrairement à celui de l'HIPS qui augmente. Alors je dirais même combat pour la déformation à rupture, où les mêmes phénomènes sont observés, mais cette fois-ci de façon inverse. Alors, on note cependant une forte baisse des propriétés dynamiques en choc, non entaillées, avec des disparités suivant donc le mode de dégradation. Donc plus marqué et donc plus fragile en vieillissement naturel qu'en vieillissement donc artificiel. Donc là encore, la mauvaise miscibilité des phases polybutadiennes avec le reste du système copolymère, exacerbée par une modification oxydative, peuvent avoir une modification sensible des énergies de surface et donc de la compatibilité des matériaux. Alors ceci tend à amplifier le phénomène de dégradation de ces matériaux, bien sûr, s'il y a vieillissement. Aussi, ces phases dégradées se comportent quasiment comme des impuretés, avec des systèmes styréniques. Il est également enfin à noter que la thermooxydation, donc hors vieillissement naturel et artificiel, provoque également une première baisse significative des propriétés, donc comme on peut le voir ici en rouge, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, on n'est pas encore dans ce qu'on appelle en fait le vieillissement, on a simplement en fait travaillé sur un matériau qui était simplement extrudé. Donc le fait d'avoir en fait une extrusion, donc un phénomène qui va engendrer du cisaillement, de la thermooxydation, montre déjà en fait par rapport en fait à deux matériaux qui sont censés en fait être extrudables, on est bien sur des grades d'extrusion, en fait, déjà une perte de propriété. Donc ça c'est quelque chose. Didier, je te coupe, oui. Je me permets 1 minute et puis oui. On passera aux questions. D'accord, ok. Alors, au niveau en fait des impuretés, donc qu'elles soient exacerbées in situ par le vieillissement ou produites entre guillemets par un tri, on voit en fait qu'on a des chutes majeures des propriétés mécaniques. Et on voit en fait dans ce cadre-là un changement en fait de comportement mécanique. Donc l'idée en fait dans ce cadre-là, c'était comment en fait peut-on récupérer en fait les propriétés. Et donc l'idée a été via en fait des plans d'expérience et une compatibilisation donc à la fois donc sur des systèmes polypropylène
et donc du PPGMA et des systèmes en fait élastomères, SEBS, ben, on voit en fait une augmentation, en fait, un réaccommodement en fait des propriétés mécaniques grâce en fait à donc l'incorporation en fait de phases SEBS. Alors je vais vite passer sur la partie en fait grand 2, donc où on a travaillé en fait sur donc des travaux en fait du PIM qui ont en fait fait simplement entre guillemets donc un choix plutôt stratégique de se dire on va en fait morphologiser, c'est-à-dire donner une forme aux impuretés qui sont contenues en fait dans les phases minoritaires, et on a utilisé donc via en fait un projet commun donc ce système en liant à la fois donc la morphologisation en fait de phases hétérogènes, donc c'est-à-dire au lieu d'avoir en fait une impureté qui va être nodulaire et qui va être en fait contenue dans une phase en fait principale, on va en fait la morphologiser, donc c'est un néologisme qui est simplement lié à la structuration en fait de la phase. Donc on va lui donner en fait un facteur de forme, et un facteur de forme combiné en fait à une compatibilité et un regard en fait sur la relation structure-propriété, eh ben, va permettre donc à la fois de s'affranchir en fait des impuretés, parce qu'on va avoir en fait une phase minoritaire qui va participer en fait à l'effort mécanique de la structure globale, et en même temps, on va regarder par rapport à une compatibilisation, eh ben, comment augmenter en fait ces propriétés. Donc ça va permettre dans le recyclage eh ben, de tolérer en fait une certaine proportion, jusqu'à à peu près 4 à 5%, en connaissant à peu près l'ensemble en fait des matériaux qui sont contenus. Donc il y a une phase de tri en amont qui doit être bien faite, et on va permettre, en lien avec 4 étapes, donc la première c'est l'impact de la morphologie, la deuxième c'est ce que j'ai expliqué sur tout ce qui a été fait en fait sur le vieillissement naturel et artificiel, donc bien comprendre un petit peu ce qui va se passer, donc sur des ABS PP et des ABS PC contenant des impuretés PP, comment grâce en fait à une coextrusion et à l'expérience donc du PIM, corrélée à notre expérience sur l'étude du vieillissement, eh ben, augmenter en fait les performances de matériaux type ABS-PC en lien donc avec des impuretés pour avoir en fait une approche de matière recyclée cette fois-ci, performante, en lien en fait avec cette approche à la fois de morphologisation et donc d'étude du vieillissement. Voilà, donc je passe sur la conclusion. Oui, désolé, rapidement, parce que oui, ouais. Oui, là un petit peu long. On a 3 questions, voilà. Donc. D'accord. Donc, en gros, l'évolution de la performance, on l'a vu donc sur la maîtrise de la morphologie. Donc ça, c'est quelque chose qui est indéniable, mais également en fait le contrôle de la compatibilité. Mais ceci doit se faire en fait à 2 niveaux. Un premier niveau qui est bien entendu l'aspect amont sur le contrôle du tri. Donc, on a eu des travaux que je n'ai pas présentés ici sur l'intelligence artificielle qui permettent en fait d'avoir une estimation en fait de ce qui va arriver en fait, par exemple sur un tapis. Donc, pour savoir est-ce que le matériau A doit être mélangé au matériau B, sachant que je l'ai bien dit, les matériaux sont émissibles. Donc, quel est l'impact de l'erreur? S'il y a erreur, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on reporte en fait la décision? On crée en fait un second panier ou un troisième panier où c'est ni A ni B, et un aspect donc aval, bien sûr, sur même s'il y a des erreurs de tri, via en fait la nature et le taux, via leur évolution et la connaissance en fait des structurations, via donc la morphologisation et la compatibilisation, peut-on contenir en fait des plastiques contaminés? Donc la réponse est oui, jusqu'à un certain taux, par rapport en fait à une certaine nature, et bien entendu, c'est possible de recycler donc des plastiques vieillis, en prenant évidemment toutes les précautions nécessaires sur le type de gisement, la nature des gisements et le type de tri. Voilà, merci de votre attention.
Désolé Valérie, j'ai peut-être prêté un peu long. Oui, merci, merci Didier. On essaiera de respecter le timing pour les autres parce qu'à à l'issue de cette présentation, on a le prix du meilleur poster et puis les conclusions, donc pour qu'on essaie de finir tout ça avant midi. J'ai quelques questions, donc je vais en poser une, notamment celle posée par un de nos rapporteurs, hein, Monsieur Issam Charour, qui se demande quelles sont les applications industrielles de ces résultats. D'accord. Alors, réponse courte. Hein. Réponse courte. Alors, les applications en fait industrielles, ça a été en fait l'élaboration en lien avec la société Pelin-Castet et la société Suez, bien sûr, d'une machine de tri donc, qui permet de trier des matières sombres. Donc, comme je le dis, hein, le problème des déchets d'équipements électriques et électroniques, les ordinateurs, les téléphones, etc. Il y a beaucoup de matières qui sont noires parce que le noir de carbone, un, c'est pas cher, et deux, ça masque un peu la décoloration, hein, et donc on utilise énormément en fait cette matière. L'inconvénient, c'est que en spectroscopie, il est difficile, voire impossible d'avoir des tris. Et la spectroscopie, notamment infrarouge, notamment proche infrarouge, représente quand même donc un tri dans le milieu du recyclage. Il existe la tribo, la flottaison, la flottation, bien sûr. Et donc, l'idée a été de développer, en lien donc avec ces deux entités, un savoir-faire sur, l'intelligence artificielle à modifier de manière à avoir une reconnaissance, bien sûr, de ces gisements, et deux, donc, la valorisation de ces matières. Donc, une machine a été créée, donc là, elle va être en fonctionnement dans quelques mois, qui est une machine, en fait, donc, imaginée donc, par Pelin, qui s'appelle Mélanie, et qui va en fait avoir comme possibilité un tri des matières sombres, c'est-à-dire du gisement donc, qui n'est pour l'instant pas trié. Merci. J'ai une deuxième petite question, alors rapide aussi, et on passera ensuite à la deuxième présentation. Comment se comportent les matériaux si on a un milieu alcalin? Elle est posée par Nassim, alors je n'ai pas le nom de famille, je suis désolée, les sites de Caen. Alors Valérie, je n'ai pas compris. La question, c'est comment se comporte le matériau si on a un milieu alcalin? D'accord, donc si on est en milieu fortement basique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, attention, on n'est pas en fait dans un… Disons que au niveau en fait de la flottaison, par exemple, on est sur des liqueurs denses qui ne sont pas des liqueurs denses très alcalines. C'est-à-dire, au pire, on a du chlorure de sodium. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir en fait des matières plastiques qui sont en lien avec des exploitations minières en termes de tri. Donc, on va être sur de l'eau et on va être sur, au pire, donc, des sels, c'est-à-dire pour avoir des densités comprises entre 1 et 1,08. Donc là, on fait déjà un premier tri qui est donc un tri densimétrique. Donc l'influence après des milieux alcalins n'est pas prise en compte parce qu'on n'est pas sur des technologies de tri qui les utilisent. Voilà. On ne fait pas de solvolyse dans ce cadre-là. Je pense que c'est peut-être l'objet de la question. Très bien. Merci beaucoup. Merci Didier. On va passer à la deuxième présentation.